Le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque fin de semaine pour l'actualité. Alors, elle est riche à l'Assemblée, puisqu'il y a le projet de loi de finances, on va en parler, avec ce 49.3. Donc, il y a eu beaucoup de débats en commission, mais c'est le 49.3 qui a fait passer ce projet de loi de finances acte 1, parce qu'il y aura sûrement un 49.3 sur l'acte 2. On va en parler. On va parler aussi de ce tweet. Alors, c'est pas anecdotique, c'est le tweet de Patrick Pouyanné qui dit qu'il est fatigué, qu'on l'accable sur ses salaires. Et il a donné à la fois ses revenus, puis il est revenu à la charge hier pour évoquer de nouveau cette question des salaires. On va en parler parce que ça dit quelque chose aussi de notre société. Et puis l'étude Manpower de septembre 2022 sur toujours le même sujet, la pénurie d'emploi, le besoin d'emploi et la difficulté des entreprises à trouver un emploi. Mes invités, Pascale Joannin, ravi de vous accueillir parmi les expertes, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Je vous ai vu sur un tweet, vous étiez en train d'animer une grande conférence il y a quelques jours. Oui, sur le franco-allemand. Sur le franco-allemand, c'est un peu votre sujet. On ne parlera pas aujourd'hui des dissensions franco-allemandes. Sinon on aurait une émission. On a eu une émission complète à consacrer. Il y a aussi des points de rencontre entre les Français et les Allemands. Oui, enfin en ce moment, on parle surtout du bouclier antimissile et de l'énergie. Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre. Avocat en droit social, cofondateur du think tank NEOS et membre de l'Institut Sapiens. Commençons par le projet de loi de finances. Il y a des mesures pour l'emploi. Alors, c'est un projet de loi de finances qui dit que réussit à faire baisser les déficits. Il y a des mesures importantes pour l'apprentissage, 3,5 milliards d'euros destinés à l'aide à l'embauche d'alternants. Et puis, il y a des dispositifs de formation pour des salariés employés et 84 millions d'euros budgétés pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, qui est un autre sujet très important. Sur ce volet-là, et je dirais sur la manière dont est emballé ce projet de loi de finances, comment vous regardez ce projet de loi de finances? Parce que l'opposition dit que c'est une aberration, et le gouvernement dit, attendez, nous on fait d'énormes efforts, on fait des efforts sur tous les sujets, on accompagne, on dépense. Non, l'angle pris, en tout cas sur la formation, est un angle essentiel. On va, j'imagine, en parler quand on touchera le sujet des rémunérations, mais le constat qui doit être fait aujourd'hui en France, c'est que le déclassement social, le déclassement salarial, il est principalement lié à notre déclassement économique. Lié au fait qu'on n'investit pas suffisamment, et notamment dans la formation. On est d'accord. Donc, pour qu'il y ait un rattrapage sur le niveau de productivité de nos entreprises et donc sur les salaires, il est indispensable de faire des efforts fondamentaux en matière de formation. Et d'ailleurs, quand vous regardez la littérature économique sur le sujet, toutes les entreprises, dont les entreprises de raffinerie et de coquefaction, qui font des efforts substantiels en matière de formation, sont les entreprises au sein desquelles les salariés sont le mieux payés. CQFD. C'est vrai, on se souvient du communiqué de Total qui dévoilait les rémunérations. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a aussi une petite chose qui doit vous intéresser, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui agaçait beaucoup les chefs d'entreprise. Ça, c'est supprimé, mais il y a quand même un effort très important qui est fait pour l'accompagnement des chômeurs, des demandeurs d'emploi de longue durée. C'est important de dépenser sur ce secteur. Alors, deux choses. Tout d'abord, en complément de ce qui vient d'être dit, c'est quand on regarde l'histoire économique des 60-70 dernières années, les pays qui s'en sont sortis, je pense notamment à la Corée du Sud, sont des pays qui massivement ont investi sur la formation et la compétence de leurs salariés. Donc là-dessus, il faut véritablement qu'on se dise que la montée en gamme de la compétence de nos concitoyens va permettre un développement plus important des entreprises. Après, moi je pense que lutter contre le chômage, surtout le chômage longue durée, surtout le chômage des seniors, c'est aussi, on en a déjà parlé ici, c'est aussi changer le paradigme, la culture française. Trop souvent, et certains connaissent bien le fonctionnement des groupes, notamment des grandes entreprises, on considère que quelqu'un est d'un haut potentiel à 35 ans et qu'après tout est terminé. Oui. Comment voulez-vous que les gens soient motivés pour se former, pour changer de cap? Et ça n'est pas pour rebondir. D'ailleurs, même l'expression rebondir, je ne l'aime plus, parce que rebondir, ça voudrait dire qu'on est au creux de la vague. Pour pouvoir poursuivre, il faut que nous ayons le réflexe de se dire qu'on est dans un processus d'étape dans une carrière avec des opportunités. Et c'est cela aussi, Pascal, qui permet une forme de croissance et de développement de nos entreprises. 84 millions d'euros budgétés pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, avec le débat qui est posé, mais qui d'ailleurs a été posé hier dans notre émission sur l'emploi. L'idée quand même, c'est de ne pas laisser une partie des Français dériver sur du chômage de longue durée. Comment ça se passe dans d'autres pays européens? Parce que cette question-là, elle est aussi posée en Allemagne, pour parler d'eux, où il y a un chômage et des chômeurs de longue durée. Comment on organise
cet accompagnement pour faire en sorte qu'on remette les gens sur le marché du travail? Alors d'abord, en Allemagne, si vous prenez cette expression, il y a à l'intérieur de l'entreprise des formations, l'apprentissage est beaucoup plus important. En Encore Allemagne qu'on a que fait chez nous. quelques efforts. Voilà, l'apprentissage en Allemagne, c'est une donnée qui assure un emploi. Chez nous, aujourd'hui, l'apprentissage n'est pas assez valorisé. C'est-à-dire que si on est apprenti, on se dit, ah là, t'as échoué. Ça dans va tes mieux études. quand même, ça va mieux. Ça va Moins mieux. le cas. Ça va Oh. mieux. Non, on a fait des efforts, Ouais. mais voilà. Dans certains pays, c'est en effet un vrai L'Allemagne, plus. c'est un pivot. C'est un vrai plus, et on commence dans l'entreprise à un bas niveau, et on peut finir patron en ayant commencé dans l'apprentissage. Donc, et je parle de l'Allemagne, mais il y a d'autres pays européens. Et puis, la deuxième dimension, c'est la valorisation du travail des seniors. En effet, dans plusieurs pays européens, le nombre de personnes qui ont plus de 55 ans, qui sont Vous employées... placez les seniors à 55, je suis rassuré. Voilà. Et plus importante que chez nous, et parce qu'on se dit que justement ces seniors vont pouvoir transmettre une expérience et qu'ils vont pouvoir former des jeunes, etc. Mais ça, c'est dans la culture allemande, C'est Pascal, dans la culture allemande. qu'on n'a pas en France. C'est dans la culture des pays nordiques. Et d'ailleurs, ça rejoint un débat qu'on a déjà eu, ces pays mettent l'âge de départ à la retraite beaucoup plus tard que chez nous. C'est vrai. plutôt 67 ans que 65. C'est vrai, c'est la moyenne. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a une valorisation du travail dès le début, pour en effet qu'on ait les compétences pour les jeunes, et que ceux qui ont acquis de l'expérience ne soient pas mis au rebut à un moment où, en effet, aujourd'hui, c'est plus les années, le début du XXe siècle, on est au début du XXIe siècle, la longévité est plus importante, etc., pour faire bénéficier les jeunes de l'expérience des Alexandre, seniors. je voyais réagir, bouillir. Non, mais bouillir, oui, parce que c'est totalement vrai. Et pour rejoindre ce que vous disiez tous les deux, c'est que l'enjeu fondamental qui va se poser va être celui de l'accompagnement des seniors au travail et donc l'accompagnement du vieillissement actif. C'est sur la table, hein, ça fait 20 ans La qu'on en fenêtre parle. politique qui va s'ouvrir sur le débat des retraites ne devra Est pas... intimement lié. est nécessairement lié à celui de l'accompagnement dans l'emploi des salariés J'ai seniors. presque envie de dire valorisation. Mais ça fait longtemps parce que qu'on même- l'entend, ça, quand oui, même. Hein. Oui, C'est mais un même, serpent de mer. Hein. je partage l'idée, mais j'ai presque envie de dire que nous-mêmes, accompagnement, c'est déjà presque négatif. Oui, Je valoriser, dirais, positiver. C'est pour ça que je suis dis d'accord. valoriser, parce que c'est un plus. C'est pas, on ne se penche pas pour faire la charité aux C'est ça, seniors c'est ça. qu'on essaie de C'est un tirer. senior, on va le prendre. On se dit chouette, on a quelqu'un qui a de la compétence, qui a de la connaissance, qui a une expérience au-delà du diplôme, qui a une expérience de vie, et cette expérience de vie, elle va nous servir. Mais je me tourne vers l'avocat, et vous êtes tous les deux d'ailleurs avocats et experts. On voit quand même des entreprises, au-delà de ce beau discours de dire il faut intégrer les seniors, qui se délestent. Je pense à des grands groupes qui font des propositions à des gens de 50 ans, 52 ans, en disant écoutez, ça ne vous dirait pas de partir de notre entreprise parce qu'on voudrait alléger un peu la masse salariale. Enfin, comment on fait là concrètement? Les pré-retraites ont encore, bien sûr. ont encore de beaux jours devant eux. Je pense que concrètement, il faut un choc de conscience qui soit créé. Raison pour laquelle moi je suis favorable à la création d'un index. Non pas un index. Dont le MEDEF ne veut pas. Hein. Vous avez vu tout de suite, le MEDEF a dit on n'en veut pas. Je sais bien. Mais moi, je suis assez favorable à la création d'un index. Non pas un index pour sanctionner, mais un index pour créer un choc de conscience dans l'entreprise et qui devrait servir à l'ouverture de négociations spécifiques et dédiées dans l'entreprise, non pas pour l'accompagnement, mais pour la valorisation C'est-à-dire un des suivi travailleurs seniors. particulier de ceux Un qui ont plus de suivi- 5 ans. Alors, et des engagements qui soient pris concrets dans le cadre d'un accord Ouais, bien collectif. sûr. À la fois sur deux enjeux principaux, à la fois sur l'employabilité des seniors, la formation dont on a parlé, la valorisation des acquis de l'expérience qui fait l'objet Qui est de intégré dispositions dans le réforme de l'assurance chômage. absolument, qui est essentiel, et aussi le deuxième volet, qui est pour moi essentiel par ailleurs, de transition professionnelle vers la retraite. On va basculer parce que je veux pas qu'on ait un petit peu de temps quand même pour parler. Ce projet de loi de finances, je le rappelle, est passé avec le 49.3. Il y a des volets sur l'emploi, on les traite. Et puis il y a eu dans l'actualité un petit boom comme ça d'un grand patron qui fait partie des grands patrons du CAC 40 qui a lancé ce tweet en milieu de semaine. Alors évidemment, il a été brocardé en disant qu'il était fatigué, qu'on l'accable sur son salaire et a dévoilé ses rémunérations. Pascal Joannin, quand même, ce débat sur le salaire des grands patrons, il est vieux comme le monde. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça se passe comme ça ailleurs, dans des pays où j'irais en Grande-Bretagne, en Allemagne, les choses sont beaucoup plus assumées. On accepte qu'un grand patron qui dirige une très grande entreprise ait un salaire où il gagne 800, 900, 1 million d'euros par mois.
Alors, j'allais dire, il y a un espèce de marché, si vous me permettez. Exactement, un mercato. Voilà, Patrick Pouyanné, pour prendre cette expression. Vous nous emmenez sur le foot, voilà. là, je le sens. Non. Patrick Pouyanné est le président d'une compagnie pétrolière qui est française. Bon, il n'y en a pas 36. Et dans les majors du pétrole, pour prendre cette... Parce que pareil, il faut c'est ce qu'il donne comme exemple. Voilà. Il dit, par rapport aux autres, je suis payé en dessous, moi. Mais il faut toujours regarder ce qui existe. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelques compagnies... ExxonMobil, il y a British Petroleum, etc. Mais ce ne sont pas des entreprises françaises. Non. Donc, on a la chance, en France, d'avoir une major du Donc vous pétrole, dites, c'est bien alors qu'on n'a pas un pays qui produit du pétrole. Ah non, on n'en a pas, non. Donc, on a des idées, par contre. Il y a un marché pour toutes les entreprises. Et en effet, ça peut paraître, en effet, pour l'opinion publique, quelque chose de très, très important. Oui. Mais il faut regarder ce qui se fait dans la concurrence. Parce que, bien évidemment, si vous Donc pour payez vous, mal... c'est un marché. Oui, c'est un marché. Il faut l'assumer. Mais alors, vous vouliez que Je sais pas, le patron de Mercedes, de Daimler... bien sûr, oui. Ils ont, en effet, il y a des actionnaires. Et tout ça est fait avec, en effet, le marché, etc. Jean-Claude Beaujour, je vous vois méditer. C'est choquant ou pas? Je vais Non, mais il y a vous dire. un double choc. Il y a les mots de Pouyanné il y a deux sujets, et le montant. Il y a deux sujets dans le tweet de M. Pouyanné. Le premier, il y a un sujet de communication et donc il y a une dimension politique. Le deuxième sujet, il y a celui de la rémunération. Sur celui de la rémunération, effectivement, il est dans l'ordre de ce qui se pratique et j'ajoute que son bonus est lié aux performances de l'entreprise de la même façon que le bonus de certains qui sont à moindre salaire est lié à la performance. Donc il y a des échelles de valeur. Donc il y a un marché. De ce point de vue, il y a un marché. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où il y a une nuance, et c'est peut-être que n'a pas complètement saisi M. Pouyanné, c'est qu'il y a une dimension, il n'est pas monsieur tout le monde, il y a une dimension politique dans ce propos. Dans un contexte de grève. Dans un contexte de grève. Pourquoi ? Parce que peu importe que vous soyez sur un marché, mais quand vous avez le salaire médian, je rappelle, est de l'ordre de 1700, je crois que c'est 1700, 1800. Quand vous avez un salaire médian de 1700, 1800 et que quelqu'un à côté vous dit ben moi, vous savez, je ne me suis pas augmenté, je suis à 500 000 par mois, c'est de l'argent de poche à ce niveau-là, un peu plus dans ce type de fonction, à 500 000 euros par mois, c'est vrai que prenez exemple sur celui qui a du mal à terminer ses fins de mois, il faut l'entendre. C'est donc une dimension politique. J'ajoute pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. Là où il faut que nous soyons aussi, que nous prenions un peu de distance, c'est que je suis quand même surpris que cela choque que M. Pouyanné soit à 500 000, alors que dans le même temps, vous avez de grands sportifs qui gagnent aussi 500 000, voire beaucoup plus. Et alors, donc, sans avoir la responsabilité donc il y a une dimension populiste, entre guillemets. C'est le patron qu'on pointe du doigt. Oui. Mais le footballeur du PSG, on ne dit rien. Il y a un côté, pour moi, c'est là où... C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du raisonnement. Soit nous disons, et je termine vraiment, soit nous disons qu'il y a un problème, et là aussi à l'étranger, la question est posée, y compris aux États-Unis, de partage des richesses. Parce qu'aux États-Unis aussi, un certain nombre de grands leaders d'opinion commencent à se poser la question, à se dire, ben vous savez, quand on a du mal à terminer les fins de mois, ou quand on sait que quand on a un cancer, il faut vendre son appartement pour pouvoir se faire soigner, etc., c'est difficile à accepter. Donc on se pose la question, nos démocraties modernes se posent la question du partage des richesses, et ça, c'est un débat qui n'est pas simplement en France, il vaut aux États-Unis, il vaut ailleurs. C'est le sujet. En fait, il y a beaucoup de sujets dans ce tweet, quand on lève le sujet, il y a beaucoup de feuilles et beaucoup d'épaisseur. Quel est votre rapport à cette question des revenus ? On a eu des invités sur ce plateau, des patrons qui disaient « Moi, je ne peux pas avoir un écart supérieur à x20 ». C'est-à-dire entre le plus bas salaire de mon entreprise et mes rémunérations, il ne peut pas y avoir plus que de x20. Là, on est chez Total à des scores astronomiques. Moi, pour revenir ailleurs, sur d'ailleurs. ce que vous disiez, qui est très vrai sur la dimension politique de cette question, moi, ce qui m'a interpellé, c'est pas tant le niveau de rémunération du PDG de Total, qui est assez traditionnel dans le CAC. Qui est traditionnel, comme vous l'évoquez, et par ailleurs, vous évoquez notamment que, et c'est ce qu'on nous enseigne en droit social, c'est que c'est le chef d'entreprise qui porte la responsabilité de l'entreprise, évidemment, ne saurait être porté par les salariés, ni même être reproché aux salariés. Donc ça, c'est un point qui doit être, à mon sens, rappelé. Vous, c'est l'enjeu politique qui vous... Et alors moi, en revanche, ce qui m'a interpellé dans cette question de la rémunération et du partage des richesses, c'est l'angle que l'on prend à chaque fois en France pour parler des rémunérations, qui est celui de la lutte des classes, de la lutte contre le capital et la rémunération du capital. Ça, c'est un vrai sujet français. Alors même que quand on regarde les chiffres,
la part du salaire dans la répartition de la valeur ajoutée est restée stable depuis 1950. On est aux alentours de 58% aujourd'hui contre 61 en 1980 et 50 en 1950. Donc il n'y a pas de distorsion dans la répartition de la valeur ajoutée au profit de la rémunération du capital. Et puis on ne peut pas opposer dividendes et salaires. Le dividende ne vient pas en concurrence du salaire. Vous avez les profits d'un côté et les salaires de l'autre. Et les dividendes sont une part de ce Je profit. m'autorise à être dans une médiation. Même Bruno Le Maire, qui ne peut pas intervenir dans la distribution de dividendes, ce qui est assez logique, c'est le ministre de l'économie, a quand même dit qu'il faut faire attention quand même aux distributions trop importantes de dividendes dans un contexte où des Français sont en difficulté. Enfin, il y a quand même une forme d'équité un peu sociologique. C'est là où on en vient à la question du partage de la valeur. L'enjeu fondamental, je pense, et la question qui doit être posée, c'est celle-ci. Et donc, l'alignement des intérêts, le renforcement de l'alignement des intérêts entre les acteurs de l'entreprise, via notamment des vrais dividendes du travail, ce que nous portons chez Neos notamment. Intéressement, participation. On est d'accord. Conditionner le versement de dividendes au versement d'une participation d'un intéressement, pour moi, m'apparaît être une bonne idée. Chez Total, il y a de la participation. Et le développement de l'actionnariat. Il faut le dire. Absolument. Pour rendre à César ce qu'il y a à César. Absolument. Et je trouve ça intéressant. Et puis il y a le rôle des syndicats. Enfin, si vous... J'allais dire social-démocratie. Voilà. Vous prenez les syndicats. Voilà, social-démocratie. En Allemagne, puisqu'on va revenir oui, parce que ça, je vous ramenais sur cette social-démocratie. Voilà. Non, mais le syndicat, il est dans l'entreprise, il participe au conseil d'administration. Partie prenante. Les syndicats il y a des négociations. C'est la cogestion même. Voilà, c'est la cogestion. C'est au-delà. C'est pas de l'opposition frontale comme chez nous. Et encore, l'opposition frontale, elle vient d'un syndicat minoritaire ou de deux, où en effet, on fait de la grève, alors qu'en Allemagne, la grève, c'est vraiment quand on n'a pas pu aboutir à toutes les négociations à l'intérieur. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, aucun de vous n'a osé dire que c'était maladroit, ce tweet, au-delà des rémunérations. Sur le ton, c'est maladroit quand même. Moi, je vais vous dire, c'est ce que je disais. J'ai dit, bien qu'il y a une dimension communication, quand même. C'est maladroit, parce que quand il dit il est fatigué de... Non, quand on est un grand patron, on assume, on n'est pas fatigué par ça. C'est pas ça qui fatigue M. Pouyanné. En revanche, la forme de la communication est pour moi extrêmement maladroite, peut-être pas appropriée au bon moment, mais je voudrais dire qu'au-delà de la question de la rémunération, il y a un autre sujet. Je parle sous le contrôle de mes deux co-débatteurs. Je pense qu'en plus de la question du salaire, il y a la question du rapport au travail, des conditions dans lesquelles désormais nos concitoyens veulent travailler, les Français veulent travailler, mais il n'y a pas qu'en France, c'est vrai aussi à l'étranger. Je découvre que l'on fait des queues. Là, cet été, ces dernières semaines, j'ai fait des queues dans des restaurants américains parce qu'il manquait de personnel. C'est vrai. Il manquait de personnel, ce qui n'arrivait jamais. On vous disait, je suis désolé, on ne peut pas vous prendre parce qu'on manque de personnel. On réduit les tables. Donc on voit bien que désormais, et c'est encore plus vrai avec les nouvelles générations, il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de vie, il y a le cadre dans lequel on vit. Et je crois que c'est tout cela, on a parlé de changement de culture. Je pense que c'est tout cela qu'il nous faut remettre sur la table au-delà de la rémunération, parce que même si vous multipliez par 1,5 la rémunération, on vous dira finalement il y a une insatisfaction. Oui, une forme de toujours plus, qui n'est pas liée qu'au salaire. Absolument. L'insatisfaction, elle est aussi liée à ça, aux conditions, au cadre et aux moyens que l'on donne au sens de l'éthique de l'entreprise. Bien sûr. Au sens du travail, de l'éthique, de la façon dont en effet on sent que l'entreprise agit plus ou moins bien pour le changement climatique, sa raison d'être et sa capacité à coller au sujet. Et ça fait partie en effet maintenant des exigences des jeunes, en tout cas, qui arrivent sur le marché du travail. Merci à vous. Je sais que vous avez encore envie de parler, Alexandre, mais vous reviendrez évidemment. Oui, c'est normal, évidemment. Merci à vous. On n'a pas réglé le sujet du salaire des grands patrons, mais c'est un sujet qui est quand même posé et qui reste comme ça à fleur de peau pour un certain nombre de Français. Merci à vous, Pascale Joannin, d'être venu nous rendre visite, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci à Jean-Claude Beaujour. Vous avez même lancé sur là, vous êtes inarrêtable, avocat international en droit des affaires. Puis merci à Alexandre Lamy, avocat en droit social, à la tête de ce think tank Neos et membre de l'Institut Sapiens. Merci à vous trois. On termine évidemment avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.